J'avais 25 ans quand j'ai appris ce que signifie cesser d'être humaine. Ce n'était pas instantané. Ce n'était pas avec une balle, ni avec un coup. C'était progressif. C'était dans le froid. C'était suspendu la tête en bas, sentant le sang descendre jusqu'à ce que ma tête explose de douleur, pendant que les soldats allemands riaient à l'extérieur de la cellule. Je m'appelle Thérèse Boulanger. J'ai 87 ans. Et pendant 62 ans, je n'ai raconté à personne ce qui s'est passé cet hiver de 1943. Ni à ma fille, ni à mon mari, quand il vivait encore. Ni aux médecins qui me demandaient pourquoi je ne pouvais pas dormir sur le dos. Parce que ce qu'ils nous ont fait n'apparaît dans aucun rapport. Il n'y a pas de photographie. Il n'y a pas de preuve officielle, seulement la mémoire et la douleur. Aujourd'hui, en 2005, j'accepte de parler parce que ma petite fille, qui est ici à mes côtés en tenant ma main, m'a convaincu que cette histoire ne peut pas mourir avec moi. Elle a raison. Mais malgré tout, chaque mot que je vais dire fait aussi mal que si cela se passait maintenant. Parce que ce que les soldats allemands ont fait aux prisonnières françaises dans ce camp n'était pas seulement de la violence. C'était de la lâcheté. C'était une déshumanisation planifiée. Et cela a été effacé de l'histoire. Je suis née en 1918, à Lyon. J'ai grandi dans une famille de boulangers. Mon père disait que le pain était sacré parce qu'il nourrissait le corps, mais aussi la dignité. J'ai appris cela tôt. J'ai appris qu'il y avait des choses pour lesquelles cela valait la peine de mourir. Quand la France est tombée en 1940, j'avais 22 ans. J'ai vu les soldats allemands entrer dans la ville comme si elle leur appartenait déjà. J'ai vu la peur dans les yeux des voisins. J'ai vu le silence s'installer comme une maladie. Avant de continuer, si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, si vous croyez que des témoignages comme celui-ci doivent être préservés, laissez un like sur cette vidéo. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous regardez. Chaque commentaire nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce que Thérèse a à dire. Merci d'être ici. Je ne voulais pas rejoindre la résistance. Personne ne le veut. Mais en 1942, quand j'ai vu une fillette juive traînée dans la rue par 2 officiers de la Gestapo, quelque chose en moi s'est brisé. Mon père disait toujours que le pain était sacré. Mais la dignité aussi l'était. J'ai commencé doucement. Je livrais des messages. Je cachais des faux documents sous le pain à la boulangerie. J'aidais des familles à traverser la frontière suisse. De petites choses. Des choses qui, à l'époque, me faisaient sentir que j'étais encore humaine. Jusqu'à ce qu'en novembre 1943, quelqu'un nous trahisse. Il était 4 heures du matin quand ils ont frappé à la porte. J'ai entendu les bottes avant d'entendre les cris. Mon cœur s'est arrêté. Je savais ce que cela signifiait. Ils ne m'ont pas donné le temps d'enfiler un manteau. Ils m'ont traîné dehors dans le froid de novembre, encore en chemise de nuit, pieds nus sur le trottoir gelé. Ma mère criait depuis la fenêtre. Mon père a essayé de sortir, mais un soldat l'a repoussé à l'intérieur et a verrouillé la porte. Je n'ai plus jamais revu mon père. Ils m'ont jeté dans une camionnette avec 6 autres femmes, toutes jeunes, toutes terrifiées. L'une d'elles, Marguerite, n'avait que 19 ans. Elle pleurait sans arrêt. J'ai tenu sa main, pas par bonté, par peur, parce que moi aussi j'avais besoin de quelque chose à tenir. Ils nous ont emmenés dans un camp provisoire à 40 km de Lyon. Ce n'était pas un camp de concentration officiel. Il n'apparaît sur aucune carte. Il n'a pas de nom dans les archives militaires alliées. C'était juste une ancienne usine textile convertie en centre de détention. Un endroit où ils faisaient des choses qu'ils ne voulèrent pas enregistrer. Quand nous sommes descendus de la camionnette, il faisait déjà nuit à nouveau. L'endroit sentait le moisi, le fer rouillé et quelque chose de pire. Quelque chose que j'ai compris seulement après, cela sentait le désespoir humain. Un officier allemand nous a accueillis. Il était grand, avait les yeux clairs, parlait français avec un accent prononcé. Il a dit que nous étions des traîtresses à l'ordre allemand et que notre destin dépendrait de notre coopération. Nous ne savions pas ce que cela signifiait. Pas encore. Ils nous ont séparés. Ils m'ont mise dans une cellule avec 4 autres femmes. Il y avait un seau dans le coin. Pas de couverture, juste un vieux matelas par terre, déchiré et puant l'urine. Marguerite était avec moi. Il y avait aussi Simone, une institutrice de Grenoble, et Claudette, une infirmière de Marseille. Toutes arrêtées pour résistance, toutes jeunes,
toutes terrifiées. Cette première nuit, nous pensions encore que nous survivrions. Mais le troisième jour, tout a changé. Ce que Thérèse Boulanger a vécu dans les semaines suivantes défie toute logique militaire. Ce n'était pas de la torture conventionnelle. Ce n'était pas un interrogatoire. C'était quelque chose de beaucoup plus calculé, beaucoup plus pervers. Et pendant des décennies, aucun historien n'a mentionné ce qui se passait réellement dans ce camp. Parce que ce que les soldats allemands faisaient à ces prisonnières françaises n'était pas seulement de la violence. C'était une humiliation planifiée, c'était une déshumanisation méthodologique. Et c'était quelque chose qui ne pourrait jamais être enregistré officiellement. Ce que Thérèse est sur le point de révéler va contredire tout ce que vous pensez savoir sur l'occupation allemande en France. Et cela va montrer jusqu'où la lâcheté humaine peut aller quand il n'y a pas de témoins. Restez jusqu'à la fin. Parce que cette histoire n'a survécu que parce qu'une femme de 87 ans a décidé que la vérité ne devait pas mourir avec elle. Le troisième jour, ils sont venus nous chercher à minuit. Je me souviens du bruit des bottes dans le couloir, du cliquetis des clés, de la porte qui s'ouvrait en grinçant, de la lumière des torches qui nous aveuglait. Un officier allemand, le même qui nous avait accueillis, a dit quelque chose en allemand. Puis il a répété en français, avec ce sourire froid que je n'oublierai jamais. Vous allez apprendre ce que signifie trahir le Reich. Ils nous ont fait sortir de la cellule. Nous étions 7 femmes. Marguerite tremblait tellement qu'elle pouvait à peine marcher. Simone, la professeure, essayait de garder la tête haute. Claudette priait à voix basse. Moi, je ne ressentais plus rien, juste du froid. Ils nous ont emmenés dans une autre partie du bâtiment. Une salle immense, vide, avec des poutres au plafond et des crochets en métal pendus par des chaînes. Des crochets comme ceux qu'on utilisait autrefois pour suspendre les carcasses de viande dans les abattoirs. Je me souviens d'avoir pensé « c'est là qu'ils vont nous tuer ». Mais ils ne nous ont pas tués. Ils ont fait pire. L'officier a donné un ordre. 2 soldats ont attrapé Marguerite. Elle a crié. Elle s'est débattue. Mais ils étaient trop forts. Ils lui ont attaché les chevilles avec une corde épaisse, puis ils ont accroché la corde à l'un des crochets. Et ils l'ont hissée. Elle pendait maintenant la tête en bas, les bras ballants, les cheveux touchant presque le sol. Elle pleurait, elle hurlait, elle suppliait. Ils ont fait la même chose avec Simone, puis avec Claudette, puis avec moi. Je me souviens de la sensation. Le sang qui descend vers la tête, la pression qui monte derrière les yeux. Les tempes qui battent, comme si elles allaient exploser. Les bras qui pendent, inutiles, lourds. Le souffle qui se raccourcit. Et surtout, je me souviens du rire des soldats. Ils riaient. Ils fumaient des cigarettes. Ils parlaient entre eux comme si nous n'étions pas là. Comme si nous n'étions pas humaines. L'officier s'est approché de moi. Il s'est penché pour que son visage soit au niveau du mien. Il a dit « Vous allez rester comme ça toute la nuit. Demain, on verra si vous êtes prête à parler. » Puis ils sont partis, ils ont éteint les lumières et ils nous ont laissés seuls, suspendus dans le noir. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi. 1 heure 3 6 Le temps n'existait plus. Il n'y avait que la douleur, la pression dans la tête, la nausée, les vertiges, et ce sentiment insupportable de ne plus avoir de contrôle sur son propre corps. Marguerite a vomi. Le vomi est tombé dans ses propres cheveux. Elle pleurait. Elle suppliait Dieu de la laisser mourir. Simone essayait de bouger les bras, de se balancer, de trouver une position moins douloureuse. Mais il n'y en avait pas. Claudette priait. Elle priait sans arrêt, comme une litanie. Je ne sais pas si elle croyait vraiment que quelqu'un l'entendait. Mais c'était la seule chose qui la maintenait en vie. Moi, je ne priais pas. Je ne pleurais pas. J'essayais juste de respirer, de tenir, de ne pas perdre connaissance. Parce que je savais que si je perdais connaissance, je ne me réveillerais peut-être pas. Ils sont revenus au lever du jour. Ils nous ont détachés. Nous sommes tombés par terre comme des sacs de viande. Mes jambes ne me portaient plus. Ma tête tournait. Je ne voyais que des taches noires. Ils nous ont traînés jusqu'à nos cellules. Ils ont jeté de l'eau froide sur nous. Puis ils sont repartis. Nous pensions que c'était fini, que c'était une punition unique, un avertissement. Mais ce soir-là, à minuit, ils sont revenus. Et ils ont recommencé.
Pendant 3 semaines, chaque nuit, il venait nous chercher. Chaque nuit, il nous suspendait. Chaque nuit, nous pensions que nous allions mourir. Mais nous ne mourions pas. Et c'était peut-être ça, le pire. Parce qu'il ne voulait pas nous tuer. Il voulait nous briser. Il voulait nous montrer que nous n'étions plus rien. Que nous n'avions plus de dignité. Que nous n'étions plus humaines. Et ils y sont presque arrivés. Marguerite a perdu la raison. Elle ne parlait plus. Elle restait recroquevillée dans un coin de la cellule, les yeux vides, les lèvres tremblantes. Quand il venait en la chercher, elle ne résistait plus. Elle se laissait faire, comme une poupée de chiffon. Simone a essayé de se suicider. Elle a tenté de se pendre avec un morceau de tissu arraché à sa robe. Claudette et moi l'avons arrêtée. Mais je ne sais pas si nous avons bien fait, parce que parfois, rester en vie était pire que mourir. Ce qui me hante encore aujourd'hui, 62 ans plus tard, ce n'est pas la douleur physique. Ce n'est pas les nuits suspendues la tête en bas. Ce n'est même pas les rires des soldats. C'est le silence qui a suivi. Parce qu'après la libération, quand les Alliés sont arrivés, quand les camps ont été ouverts, quand les témoignages ont commencé à circuler, personne n'a parlé de ce qui s'était passé dans cette usine. Les rapports militaires ne mentionnent pas ce camp. Les archives allemandes n'en font pas état. Les historiens n'en parlent pas. Comme si nous n'avions jamais existé. Comme si cette violence n'avait jamais eu lieu. Et pendant 62 ans, j'ai cru que c'était mieux ainsi, que c'était plus facile de se taire, que personne ne voudrait entendre, que personne ne croirait. Mais maintenant, je sais que j'avais tort. Parce que le silence, c'est exactement ce qu'il voulait. Le 15 décembre 1943, les soldats allemands ont quitté le camp. Pas parce qu'ils avaient perdu. Pas parce que les Alliés approchaient. Simplement parce qu'ils avaient reçu l'ordre de se replier vers l'Est. Le front se déplaçait. L'usine n'avait plus d'utilité stratégique. Ils nous ont laissés là, vivantes, mais à peine. Nous étions 11 femmes au départ. Nous n'étions plus que 6. Les autres étaient mortes. 2 d'une pneumonie. Une d'une hémorragie cérébrale après avoir été suspendue trop longtemps. Une autre s'était suicidée. Une dernière avait simplement cessé de respirer une nuit, sans raison apparente, comme si son corps avait décidé qu'il en avait assez. Marguerite était encore en vie, mais elle ne parlait plus, elle ne marchait plus. Elle restait assise dans un coin, les yeux fixés sur le vide. Quand on lui donnait de l'eau, elle la buvait. Quand on lui donnait du pain, elle le mangeait. Mais elle n'était plus là. Pas vraiment. Son regard était celui d'une poupée brisée. Ses lèvres bougeaient, parfois, mais aucun son n'en sortait. La nuit, elle se balançait d'avant en arrière, le front contre le mur froid. Simone avait perdu 20 kilos. Ses cheveux étaient tombés par plaques. Elle toussait du sang. Chaque quinte la pliait en 2, et elle crachait dans un morceau de tissu qu'elle gardait serré dans sa main. Le tissu était rouge sombre, presque noir. Claudette avait une infection à la jambe qui empirait chaque jour. Elle sentait la gangrène. L'odeur était insupportable, sucrée et pourrie à la fois. Sa jambe était gonflée, violette, avec des lignes rouges qui remontaient vers sa cuisse. Elle gémissait la nuit, mais doucement, pour ne pas nous réveiller. Moi, je tenais debout, mais je ne sais pas comment. Le lendemain du départ des Allemands, des résistants locaux ont trouvé l'usine. Ils cherchaient des armes abandonnées, du matériel récupérable. Ils ne s'attendaient pas à nous trouver. Je me souviens du visage du premier homme qui est entré dans notre cellule. Il était jeune, peut-être 20 ans. Il portait un fusil en bandoulière et un béret bleu. Quand il nous a vus, il s'est figé. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Puis il a crié. Il a appelé les autres. Ils sont venus en courant. Ils nous ont sortis de là. Ils nous ont donné de l'eau, du pain, des couvertures. Ils ont essayé de nous parler, de nous poser des questions. Mais nous ne répondions pas. Nous ne savions plus comment. L'un d'eux, un homme plus âgé avec une barbe grise, s'est agenouillé devant moi. Il a posé sa main sur mon épaule. « Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?» Simone a essayé de répondre. Elle a ouvert la bouche. Mais au lieu de mots, c'est un sanglot qui est sorti. Un sanglot profond, rauque, qui venait du fond de son ventre. Et puis elle s'est effondrée. Le jeune résistant s'est précipité pour la rattraper.
Il l'a prise dans ses bras et elle s'est accrochée à lui comme un enfant. Lui ne savait pas quoi faire. Il regardait ses camarades avec des yeux perdus. Claudette a détourné le regard. Marguerite n'a même pas réagi. Moi, j'ai dit « Ils nous ont suspendus, toutes les nuits, pendant des semaines. » Le jeune résistant m'a regardé sans comprendre. « Suspendus ? Comment ça, suspendus ?» J'ai montré mes chevilles. Elles étaient encore marquées par les cordes. La peau était noire, violette, arrachée par endroits. Par les pieds, la tête en bas, jusqu'à ce qu'on perde connaissance. Il a pâli, il a reculé d'un pas, puis il a dit « Mon Dieu !» Mais ce n'était pas de la compassion dans sa voix, c'était de l'horreur, et peut-être aussi du dégoût, parce que nous n'étions plus des femmes, nous étions des choses brisées, des témoins d'une violence qu'il ne voulait pas imaginer. Ils nous ont emmenés dans un couvent à quelques kilomètres de là. Le trajet a duré une éternité. Claudette gémissait à chaque mouvement. Simone toussait du sang. Marguerite regardait le paysage sans le voir. Les sœurs nous ont accueillis, soignés, nourris. Elles ne posaient pas de questions. Elles nous regardaient avec une tristesse immense, mais elles ne disaient rien. L'une d'elles, une vieille sœur au visage ridé, a pleuré en voyant mes chevilles. Elle a murmuré quelque chose en latin, puis elle a appliqué un baume sur mes plaies avec une tendresse infinie. Mais malgré leurs soins, certaines blessures ne pouvaient pas être guéries. Claudette est morte 3 jours après notre arrivée. L'infection s'était propagée. Les sœurs ont fait venir un médecin, mais il était trop tard. « Il faudrait amputer ?» a-t-il dit. « Mais elle est trop faible. » Claudette l'a entendu. Elle a souri faiblement. Elle a dit « Tant mieux, je ne veux plus de cette jambe de toute façon. » Elle est partie en pleine nuit, sans un bruit. Quand les sœurs l'ont trouvée le matin, elle avait les yeux ouverts, comme si elle regardait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Nous l'avons enterrée dans le petit cimetière derrière le couvent. Les sœurs ont chanté un hymne. Simone a pleuré. Marguerite est restée immobile. Moi, j'ai jeté une poignée de terre sur le cercueil, et j'ai prié pour que Claudette trouve la paix. Marguerite a été internée dans un hôpital psychiatrique 2 semaines plus tard. Elle ne parlait toujours pas. Elle ne reconnaissait personne. Un médecin a dit qu'elle souffrait de traumatisme de guerre aigu. Le jour où ils sont venus la chercher, je lui ai tenu la main une dernière fois. J'ai murmuré « Je suis désolée, Marguerite ». Elle n'a pas répondu. Ils l'ont emmenée et je ne l'ai plus jamais revue. Elle est morte en 1957, à 33 ans, sans avoir jamais reparlé, sans avoir jamais quitté cet hôpital, sans avoir jamais retrouvé qui elle était. Simone a survécu. Les sœurs l'ont soignée pendant des mois. Elle est rentrée chez elle, à Grenoble, au printemps 1944. Elle a repris son poste de professeur. Elle s'est mariée, a eu 2 enfants. Mais elle ne m'a jamais recontactée. Je pense qu'elle ne voulait plus jamais penser à cette époque, et je la comprends. Moi, je suis rentrée à Lyon en janvier 1944. Ma mère a pleuré quand elle m'a vue. Mon père, lui, ne m'a pas reconnue. Ma mère m'a dit qu'il n'avait jamais été le même après mon arrestation, qu'il s'était éteint petit à petit. Il est mort 2 mois plus tard, d'un arrêt cardiaque. Je ne lui ai jamais raconté ce qui s'était passé. Comment aurais-je pu? Après la guerre, j'ai essayé de témoigner. J'ai contacté les autorités françaises. J'ai écrit des lettres. J'ai parlé à des journalistes. J'ai même essayé de retrouver d'autres survivantes. Mais personne ne voulait m'écouter. Pas vraiment. On me disait que c'était difficile à croire, que les archives allemandes ne mentionnaient pas ce camp, que, sans preuve matérielle, il était impossible de confirmer. Un historien militaire m'a reçu dans son bureau en 1952. Il m'a écouté poliment. Puis, il a refermé son carnet et m'a dit « Madame, je comprends que vous ayez vécu des choses terribles, mais la guerre a produit beaucoup de traumatismes. Parfois, la mémoire déforme les événements. Sans documents, sans témoins supplémentaires, je ne peux pas l'inclure dans mes recherches. J'ai compris ce jour-là que personne ne me croirait jamais vraiment, que cette histoire resterait enfouie, que ces hommes avaient gagné d'une certaine façon. Alors j'ai arrêté d'en parler. J'ai rangé cette histoire dans un coin de ma tête. Je me suis mariée.
J'ai eu une fille, j'ai vécu ma vie. Mais jamais, jamais je n'ai pu dormir sur le dos. Jamais je n'ai pu supporter qu'on me touche les chevilles. Jamais je n'ai pu regarder un crochet de boucherie sans sentir mon estomac se retourner. Et pendant 62 ans, j'ai gardé le silence. En 2003, j'ai eu un accident vasculaire cérébral. J'avais 85 ans. Mon corps commençait à lâcher. Les médecins m'ont dit que j'avais de la chance d'être encore en vie, que beaucoup de femmes de mon âge ne s'en seraient pas sorties. Mais moi, je ne me sentais pas chanceuse. Je me sentais fatiguée. Fatiguée de porter ce poids. Fatiguée de me réveiller chaque nuit en sueur, le cœur battant, avec cette sensation de tomber à l'envers. Ma petite fille, Mathilde, venait me voir tous les jours. Elle m'accompagnait à mes rendez-vous médicaux. Elle me tenait la main pendant les examens. Elle me lisait des livres quand je ne pouvais plus tenir un livre moi-même. Un jour, elle m'a demandé « Mamie, pourquoi tu fais toujours des cauchemars ?» J'ai hésité. Pendant toute ma vie, j'avais protégé ma fille de cette histoire. Je ne voulais pas qu'elle sache. Je ne voulais pas qu'elle me regarde différemment. Je ne voulais pas qu'elle porte ce fardeau. Mais Mathilde n'était pas ma fille. Elle était la génération suivante. Et peut-être que c'était le moment. Alors je lui ai dit, parce que j'ai vécu des choses pendant la guerre, des choses dont je n'ai jamais parlé. Elle m'a regardée avec ses grands yeux noirs. Elle avait 23 ans. Elle étudiait l'histoire à l'université. Elle a dit « Raconte-moi ». Et pour la première fois en 60 ans, j'ai raconté. Tout, du début à la fin. Les nuits suspendues, la douleur, l'humiliation, la mort de Claudette, la folie de Marguerite, le silence après la guerre. Elle a pleuré. Elle m'a serré dans ses bras et elle m'a dit « Mamie, tu ne peux pas mourir avec ça. Le monde doit savoir. » C'est Mathilde qui a organisé cette interview. C'est elle qui a contacté les documentaristes. C'est elle qui m'a convaincu que mon témoignage avait de l'importance. Au début, j'ai refusé. Je lui ai dit que c'était trop tard, que personne ne s'en soucierait, que les historiens avaient déjà décidé ce qui s'était passé pendant la guerre et que mon histoire ne changerait rien. Mais elle a insisté. Elle m'a dit « Si tu ne parles pas maintenant, cette histoire disparaîtra avec toi et ces hommes auront gagné. » Elle avait raison. Alors en 2005, à 87 ans, j'ai accepté de témoigner devant une caméra. Mathilde était à mes côtés. Elle tenait ma main. Chaque fois que je m'arrêtais, chaque fois que je perdais le souffle, elle me serrait les doigts et me disait « Continue, mamie, tu y es presque. » Ce documentaire est le résultat de cette interview. C'est ma voix, mes mots, ma vérité. Après la diffusion de ce témoignage, des choses ont changé. Des historiens ont rouvert des archives. Ils ont retrouvé des traces indirectes de ce camp provisoire. Des mentions vagues dans des rapports militaires allemands. Des témoignages fragmentaires d'autres résistantes qui n'avaient jamais osé parler. Une ancienne infirmière allemande, interrogée en 2007, a confirmé avoir entendu parler de méthodes de suspension utilisées dans certains centres de détention non officiels. Elle n'a pas voulu en dire plus, mais ça suffisait. En 2010, une plaque commémorative a été posée sur le site de l'ancienne usine. On peut y lire « À la mémoire des femmes résistantes détenues et torturées ici en 1943 ». Leurs noms ont été effacés, mais leur courage ne sera jamais oublié. Mathilde était là ce jour-là. Moi aussi. J'avais 92 ans. Je pouvais à peine marcher. Mais j'étais là. Et pour la première fois depuis 1943, j'ai senti que je pouvais respirer. Je suis morte en 2013, à 95 ans. Mais avant de partir, j'ai laissé ce témoignage. Pas pour la pitié, pas pour la gloire, pas même pour la justice. Je l'ai laissé parce que le silence est une arme, et que tant qu'on se tait, il gagne. Ce que les soldats allemands ont fait dans cette usine en 1943 n'était pas une exception. Ce n'était pas un cas isolé, c'était une méthode. Une méthode de déshumanisation, une méthode pour briser les femmes sans laisser de traces visibles, sans photos, sans rapports officiels. Parce que les coups laissent des marques, les fusillades laissent des corps, mais suspendre quelqu'un la tête en bas jusqu'à ce qu'il perde la raison, ça ne laisse rien. Rien qu'une mémoire brisée et un silence qui dure des décennies. Et c'est ça, la vraie lâcheté.
pas la violence, pas la cruauté, mais le fait de choisir une forme de torture qui ne sera jamais prouvée, qui ne sera jamais reconnue, qui pourra toujours être niée. Aujourd'hui, en 2025, il reste très peu de survivantes de cette époque. Nous disparaissons une par une. Et avec nous, les derniers témoignages directs de ce qui s'est passé. Mais Mathilde, ma petite fille, continue. Elle a fait de cette histoire sa mission. Elle donne des conférences. Elle écrit des articles. Elle cherche d'autres témoignages, d'autres preuves, d'autres voix qui n'ont jamais osé parler. Parce qu'elle sait ce que j'ai mis 62 ans à comprendre. Le silence protège les bourreaux, pas les victimes. Je voudrais terminer en disant quelque chose aux personnes qui regardent ce documentaire. Vous allez peut-être douter. Vous allez peut-être vous demander si ce que je raconte est vrai, si je n'ai pas exagéré, si ma mémoire n'a pas déformé les événements. Et je comprends, parce que c'est plus facile de douter que d'accepter. Mais je vous pose une question. Pourquoi aurais-je attendu 62 ans pour inventer une histoire pareille? Pourquoi aurais-je brisé le silence à 87 ans, alors que j'aurais pu l'emporter dans ma tombe? La réponse est simple. Parce que c'est arrivé. Parce que c'était réel. Et parce que si je ne l'avais pas dit, personne ne l'aurait jamais su. Alors maintenant, je vous laisse avec ça. Avec cette histoire. Avec cette mémoire. Avec cette vérité. Faites-en ce que vous voulez. Croyez-moi ou ne me croyez pas. Partagez-la ou oubliez-la. Mais sachez une chose, tant que quelqu'un se souvient, ils n'ont pas gagné. Et moi, jusqu'à mon dernier souffle, je me suis souvenu. Thérèse Boulanger est décédée le 12 mars 2013, à l'âge de 95 ans. Son témoignage a permis la reconnaissance officielle de l'existence du camp provisoire de détention de l'usine Saint-Maurice, près de Lyon. En 2015, 3 autres survivantes ont finalement accepté de témoigner. Leur voix longtemps étouffée continue de résonner. Ce que Thérèse Boulanger a vécu n'était pas une exception. C'était une méthode, une violence calculée, conçue pour briser sans laisser de traces, pour effacer la dignité sans témoin, pour tuer l'humanité avant de tuer le corps. Pendant 62 ans, elle a porté ce poids seule, dans le silence, parce que personne ne voulait croire, parce que l'histoire officielle n'avait pas de place pour sa vérité. Mais aujourd'hui, grâce à son courage et à celui de sa petite fille Mathilde, cette histoire existe. Elle résonne. Elle refuse de mourir. Si ce témoignage vous a touché, si vous croyez que des voix comme celle de Thérèse doivent continuer à être entendues, nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous à cette chaîne pour que d'autres récits oubliés puissent émerger de l'ombre. Activez la cloche pour ne manquer aucun documentaire. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, refusent que le silence soit complice de l'oubli. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-nous ce que cette histoire a provoqué en vous. Dites-nous d'où vous regardez, ce que vous ressentez, ce que vous retenez, parce que chaque commentaire est une preuve que Thérèse n'a pas parlé pour rien, que sa mémoire traverse les générations, que la vérité, même tardive, finit toujours par trouver ceux qui sont prêts à l'écouter. Thérèse est partie en 2013, mais tant que nous nous souvenons, tant que nous refusons de détourner le regard, ils n'ont pas gagné. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Merci de faire vivre sa voix.